Nous parlions du Burundi où la dernière organisation indépendante de la société civile a été suspendue par les autorités burundaises pour troubles à la paix et à l'ordre public. Rodi Grégo, vous aviez la question et je vais ajouter juste cet exemple. Quand vous prenez, parce que bon, c'est vrai, on parle du Burundi, mais c'est notre pays qu'on connaît le plus. Quand vous prenez des organisations, des personnalités qui incarnent ces organisations, qui ont toujours défendu être des gens objectifs, neutres, et qui se retrouvent aujourd'hui sur la liste de partis d'opposition, ce que le pouvoir disait depuis. Demain, je ne sais pas dans quelle posture elles vont revenir, produire quel rapport pour que cela soit pris au sérieux. Non, mais vous savez, dans toutes les situations, il faut tenir compte du contexte. Et avant de répondre à votre question, Firmin a bien mentionné que je ne peux pas être d'accord avec lui sur le point, parce que moi, je ne dirais pas, répondant aussi toutefois à votre question, que ce sont ces organisations qui prêtent le flanc au régime. Ce sont les régimes qui prêtent le flanc à ces organisations parce que la culture excessive et arrogante de l'injustice bat le plein. Lorsque, par exemple, vous voyez des auteurs des crimes qui sont libres, malgré toutes les preuves possibles, personne n'interpelle personne parce que les gens sont libres. Nous sommes, par exemple, dans un contexte où des gens peuvent prendre des gourdins, des machettes, des trucs et tout. On peut les appeler, par exemple, des forces d'autodéfense. Et il n'y a pas l'impunité à ce niveau. Alors, c'est les régimes-là prêtent le flanc à ces organisations qui ne peuvent que faire leur travail, que ce soit objectif ou pas, mais d'une façon qui, je dis, s'associe à la façon dont le régime aussi fonctionne. Vous comprenez? Mais vous serez dans un contexte où, par exemple, les auteurs des crimes sont punis conformément à la loi, que le défenseur des droits de l'homme en allant peut-être inventer quelque chose saurait donc se réserver par rapport à un droit donné d'objectivité. Alors, ça c'est dans le contexte général. Mais quand vous prenez par exemple l'aspect où vous dites que ces organisations prêtent le flanc, non, mais il y a ce qu'on appelle, quand vous allez à Bruxelles, l'examen périodique universel, il y a ce qu'on appelle à Genève plutôt. Vous avez ce qu'on appelle les rapports alternatifs. C'est-à-dire, il n'y a pas que le rapport des organisations qui est pris en compte, mais il y a aussi les rapports de l'État. Figurez-vous, vous prenez par exemple un pays X, où une entité mise en place par l'État se voit par exemple confier un travail d'investigation qui prend un rapport, et ce rapport se retrouve charcuté par le même gouvernement qui a commandé le rapport. Alors, quand vous prenez par exemple ces réalités, où se trouve la vérité? C'est la question que vous vous posez. Donc aujourd'hui, pour moi, ce sont ces régimes qui prêtent le flanc parce que ces régimes gouvernent en mensonge, avec le mensonge pour le mensonge. Et ils ne peuvent pas aujourd'hui, logiquement, je dirais, indexer l'autre d'être en faux par rapport à une certaine réalité. Mais, je le dis, tout en attirant l'attention, par exemple, de l'organisation de la société civile ou de défense des droits de l'homme, qu'il faut, dans tous les cas, un travail objectif. Je ne le défends pas parce que demain, je peux aussi être victime d'une situation donnée. Et que ce soit une organisation, par exemple, qui soit auteur des préjudices que peut-être, je dis peut-être. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans tous les cas, les appeler à l'objectivité. Mais ils ne racontent pas, je l'ai déjà dit, que du faux. Parce que dans leur faux, il y a du vrai. Et de l'autre côté, c'est trop facile, par exemple, de penser que lorsqu'un défenseur des droits de l'homme, parce que logiquement, quand vous prenez le contexte d'un pays X que nous connaissons tous, par exemple, ce contexte oblige quiconque, sur la base d'un slogan antérieur qui est toujours d'actualité, qui n'est pas pour nous ou qui n'est pas avec nous, est contre nous. Et donc, c'est trop facile. Idem pour moi, par exemple, Rodrigue. Je suis considéré comme opposant. Mais je suis journaliste. Dans mon âme, je sais que je suis journaliste. Je n'ai ni la carte de membre d'un parti politique. Et non, j'ai des amis au sein du pouvoir, j'ai des amis au sein de l'opposition. Mais voilà, ce sont les tristes réalités. La sanction, quand même, au niveau du Burundi, c'est-à-dire suspension des activités pour une durée indéterminée, elle est quand même excessive. Bien excessive, parce que le pouvoir,
il veut tout maîtriser. Si il donne 2 mois, peut-être suspension de 2 mois à cette organisation de la société civile, et après 2 mois, alors que nous sommes toujours à quelques mois de la présidentielle, et cette organisation reprend des bêtises, il serait un peu difficile. Pourquoi dans nos pays, on fait toujours faire des calculs de présidentielles qui arrivent, de présidentielles qui arrivent? C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. Alors que ce qui devrait être beaucoup plus important pour nous, c'est la culture de la démocratie, la culture des valeurs démocratiques. Parce que les chefs d'État, quand ils sont là, ils ne veulent pas partir, ils sont là juste. Et ils pensent beaucoup plus à leur fauteuil qu'à autre chose. Quand vous prenez le cas Pierre Nkurunziza, on en a parlé assez. Lui, ce qui lui importe, c'est son fauteuil. Donc, il n'a pas besoin. S'il faut tout ce qu'il faut, c'est comme, je vais vous raconter cette petite anecdote de 2 secondes. C'est Maître Zeus Ajavon qui avait l'habitude de dire que Sylvanus Olympio avait une certaine ambition pour son pays. Et personne ne pouvait le comprendre à l'époque. Même s'il fallait marcher sur des hommes pour construire un Togo nouveau à l'époque, il était capable. Donc, il y a des dirigeants aujourd'hui qui sont là, qui s'accrochent à leur pouvoir. Même s'il faut marcher sur des cadavres pour conserver leur pouvoir, ils sont là. Ils sont là en Afrique. Ils sont là de par le monde. Ils sont là, ce n'est pas seulement en Afrique, ils sont là de par le monde. Maintenant, pour revenir à ce que Rodrigue a dit, à tout ce que nous sommes en train de dire, ce qui est important aujourd'hui, ce qui peut être juste, c'est que des États aujourd'hui s'engagent à respecter les règles qui régissent le pays, à tout faire pour que tout le monde se porte bien, pour que le bien-être des populations soit bien assuré, et pour qu'il n'y ait pas des situations difficiles où qu'on arrive à traficoter des rapports du jour au lendemain. La deuxième chose, c'est au niveau des organisations de la société civile. Ce n'est pas parce que peut-être la personne est en train de faire du faux, alors que vous êtes là pour promouvoir l'idéal. C'est pas parce qu'on a un gouvernement qui fait du faux, je ne parle pas du Togo, je parle de façon générale. C'est pas parce qu'en face vous avez un gouvernement qui fait du faux que vous aussi vous allez vous permettre de faire du faux. Il y a des organisations qui sont dans ce pays, surtout ce que nous avons connu avec cette histoire de 100 morts ou des fausses communes, des histoires qui ont été racontées. Mais c'est des choses qui graves, mais au même moment, entre parenthèses, on ne peut pas dire que c'est faux du moment où, puisque les personnes ont investigué. C'est-à-dire, on pouvait faire la part des choses. Parce qu'on a appris à l'époque, on lui a demandé de prouver, la personne n'a pas pu prouver. Vous savez ce qui se passe ailleurs, par exemple. Vous savez ce qui se passe ailleurs, par exemple. Lorsque dans la procédure, la personne n'arrive pas à prouver, cette même personne a des contraintes, c'est-à-dire animer, par exemple, une conférence de presse. Oui, mais il paraît que c'est ce qu'on lui a demandé de faire, de se dédier. Non, je dis jusque-là, si ce n'est pas fait, moi je m'en tiens aux réalités. Et je dis de façon générale, c'est ce qui se passe. Même quand vous prenez la guerre en Irak avec les États-Unis, on a parlé de beaucoup de choses. Mais au finish, mais jusque-là, jusqu'à ce jour, il n'y a pas, par exemple, une vérité toute crue qui dit que c'est faux ou que c'est vrai. Donc, parce que ici, dans le contexte où la personne n'a pas été capable de prouver qu'il y avait eu 100 morts et qu'il y avait eu des fausses. Ce n'est pas dit officiel. Des fausses communes. Parce que si cette personne avait prouvé cela, je pense que la procédure judiciaire aurait été arrêtée. Mais on a poursuivi. Nous disons la même chose sans nous comprendre. C'est sûr. Donc, c'est juste dire que quand il faut qu'il y ait du sérieux. La dernière chose, et qui est important, quand vous confondez aux partis politiques et que vous voulez critiquer le gouvernement ou vous avez un message à l'endroit du pouvoir, le pouvoir ne va plus vous prendre au sérieux. Parce que le pouvoir vous dit, mais se dit, vous confondez vos rôles. Vous avez vu tout ce qui s'est passé avec le Front citoyen Togo Debout, vous avez vu tout ce qui s'est passé avec le collectif Sauvons le Togo, mais des organisations de la société civile, on ne les reconnaissait plus. On les prenait comme ils ont pris, ou elles ont pris la place des partis politiques. Donc, on voit des organisations qui disent directement au président de la République, il doit quitter, il ne doit pas faire ceci, cela, alors que... C'est pas propre au Togo, hein. Écoutez, je parle du contexte au fait. Oui, écoutez, oui, donc, et puis je dis, quand vous faites, c'est très important. Quand vous faites ça, vous braquez le régime, et le régime ne vous écoute plus. Et puis de l'autre côté, quand on parle beaucoup trop régime, ça aussi c'est exagéré. Parce que normalement, gouvernement est différent d'un parti, d'une tête issue le président. Parce que lorsque vous venez d'un parti et que vous êtes élu président, vous n'appartenez plus à ce parti. D'ailleurs, pourquoi dans d'autres pays, vous n'êtes plus président? Chez nous, il faut démissionner. Vous n'êtes plus président de votre parti politique. C'est-à-dire que vous appartenez au pays et tout ce que vous allez faire, c'est pour le bien-être
du peuple, non d'un parti politique. Quand les organisations braquent le régime ne les écoute plus. Alors que ce qu'ils attendent de plus, c'est que le régime les prenne au sérieux, les écoute et mette en pratique tout ce qu'elles proposent ces organisations de la société civile. Vous allez vous braquer un régime, vous demandez la tête de celui qui dirige et après plus personne ne vous écoute. On va passer au second sujet, c'est le Soudan où la contestation appelle à relancer les manifestations nocturnes. Le mouvement de contestation au Soudan appelé lundi à de nouveaux rassemblements nocturnes pour condamner le massacre de manifestants lors de la dispersion le 3 juin dernier du sit-in devant le QG de l'armée, sit-in qui se déroulait depuis le 6 avril à Khartoum. Des milliers de manifestants participaient à ce sit-in devant le QG de l'armée pour réclamer un transfert du pouvoir civil, du pouvoir aux civils. Et ils ont été violemment dispersés par des hommes en tenue militaire, faisant des dizaines de morts. Au niveau des contestataires, on évoque 113 morts. L'armée reconnaît 61 morts. Dans tous les cas de figure, c'est des dizaines quand même. Et lundi, l'Alliance pour la liberté, le changement, fer de lance de la contestation, a mobilisé ses partisans pour de nouvelles manifestations nocturnes à partir de mardi. Rodrigue Gaego, dans le Soudan aujourd'hui, est-ce que la contestation aussi ne joue pas trop sur une fibre populiste? Non, je ne le pense pas. Vous savez, les gens ont manifesté pour un changement. Ils ont obtenu le changement. Alors, à un moment donné, on peut dire, sans exagérer, que le pouvoir était par terre. Il était par terre, il fallait quelque part que quelqu'un se saisisse de ce pouvoir. Et alors, l'opposition n'ayant pas vu arriver l'aboutissement de ce vent de contestation, ne s'était pas organisé à quoi que ce soit. Et donc, il fallait d'ailleurs, pour que la symphonie soit achevée, que l'armée intervienne. Alors, vous intervenez, vous mettez de l'ordre, mais il faut quitter. Tout le problème est là. C'est-à-dire, vous venez, vous mettez de l'ordre pour qu'on vous respecte dans votre rôle régalien, mais vous quittez. Aujourd'hui, on comprend que quelqu'un prend de l'appétit pour les quelques jours déjà passés avec le pouvoir et se dit, bon, dans ce cas, on est en train de réfléchir à un mécanisme pour confisquer le pouvoir. Oui. Et on ne veut pas lâcher le pouvoir. Donc, quand vous prenez ça, le dialogue, nous étions dans ce studio à saluer ce dialogue, et je faisais partie de ceux qui disaient à l'époque que lorsque l'armée vient parler de dialogue, c'est que quelque part, il y a l'envie aussi. Il y a l'appétit. On était en train d'aiguiser l'appétit. Le pouvoir, ça saoule. Et donc, on voit aujourd'hui clairement que l'appétit, là, ce n'est plus à l'étape appétit. C'est à l'étape consommation, parce que les gens consomment et ont pris goût et ne veulent pas partir. Et avec ça, le peuple qui s'est sacrifié, qui, au cœur d'une manifestation, se voit, je dirais, massacré, sans exagérer. Parce qu'aujourd'hui, il y a guerre de chiffres. Oui. On parle de 120, l'armée reconnaît, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même des dizaines. Et lorsqu'on parle de morts, vous dites, non, nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce chiffre, mais pour ce chiffre, nous sommes d'accord, c'est qu'il y a mort. Et ça ne nous honore pas sur le continent. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'armée a beaucoup trop tiré sur la ficelle. Oui. Il faut aujourd'hui qu'elle se fasse respecter en restituant le pouvoir aux civils et se remettre dans son rôle. Est-ce que c'est l'armée qui a tiré trop sur la corde, ou c'est les civils, ou c'est les deux à la fois? Non, c'est le civil. Moi, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec ce que Rodrigue est en train de dire, parce que, vous savez, moi, je ne suis jamais, depuis un moment, je ne suis plus d'accord avec cette histoire de démocratie à l'africaine ou à l'occidentale à nous imposer, où on veut la démocratie tout de suite et maintenant. En ce qui concerne le pouvoir et son exercice, il faut beaucoup plus de pragmatisme. Parce que si on veut être trop démocrate, on veut être trop démocratique, je pense qu'on perd tout. Nous avons des exemples devant nous. Le Burkina Faso, je ne le citerai jamais assez. Nous avons la Libye, nous avons la Tunisie, et nous avons tous ces pays-là qui sont des exemples pour nous. Parce que un militaire dirigeait le pouvoir, après on dit non, c'est le civil qui doit prendre. Vous savez, Omar El-Béchir a dirigé le pouvoir pendant plus de 10 ans. 10 années. C'est les militaires qui ont dirigé le pays. Et du jour au lendemain, le militaire part, maintenant les civils veulent prendre le pouvoir. Est-ce que ce serait possible? Moi, je pense que c'est vraiment difficile. Et moi, je disais à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, que si on avait laissé Zida prendre le pouvoir au Burkina Faso, je pense que le Burkina ne serait pas en train de connaître ce qu'il connaît aujourd'hui. Parce qu'on a voulu remettre le pouvoir aux civils. Kafando, un diplomate qui était en train de passer ces derniers jours quelque part dans sa ferme, on vient, on le prend, et il vient, et après on dissout le RSP, et les armes circulent un peu partout aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que les civils maîtrisent le pays? Ceux qui maîtrisent le pays, c'est les militaires. Mais dans les normes
les militaires ont leur rôle. Et s'ils le jouent bien, les armes ne vont pas circuler, les frontières seraient maîtrisées. Oui, exactement. C'est là où je dis, il faut donner du temps nécessaire aux militaires, asseoir bien là où, bien conduire la transition, organiser de façon démocratique les élections, et celui-là qui gagnera les élections, on lui remettra le pouvoir. Pas être pressé parce qu'on voit un pouvoir qui est atteint, on se dit que lorsqu'on vient, on peut le prendre, on peut le diriger. Mais vous vous rappelez que quand Béchir prenait le pouvoir en 89, il avait dit une transition d'1 an. C'est devenu 30 ans. Oui. Donc il y a cet antécédent que les populations ne veulent plus revivre. Oui, ces populations ne veulent plus revivre, mais elles vont faire comment? Soit on leur remet le pouvoir et après les militaires vont se fâcher et après on va voir des armes qui vont se distribuer. Moi je dis juste, j'appelle au pragmatisme et au patriotisme. Il faut trouver un terrain d'entente avec les militaires, s'asseoir, définir les choses, leur imposer des choses, des lois ou des dispositions juridiques immuables. Et là, elles se retrouveront, ces militaires, ils se retrouveront devant ces lois et qui ne pourront pas modifier. Et après, mais si du jour au lendemain, on leur demande, avec ce qui se passe, il ne faut pas lâcher. Et les mots, on va toujours les dénombrer, ça va être compliqué. En tout cas, Rodrigue, ce qui est constant au niveau du Soudan, c'est qu'on a eu 30 ans de régime militaro-militaire. On ne peut pas leur demander de débarrasser le plancher du jour au lendemain. Non, vous savez, en écoutant tout à l'heure Firmin, j'ai envie de dire que notre continent, peut-être que nous ne l'aimons pas. Parce que quand on aime son continent, on doit pouvoir dire la vérité. Chacun a son rôle. Vous savez, normalement, quand vous êtes militaire et vous voulez, il y a des activités qui sont réservées aux civils. Oui. Il y a un terrain des civils, il y a un terrain des militaires. Et cette façon de faire croire que seul un militaire peut diriger, je me porte en fou contre. Vous savez, si un militaire a envie de diriger, qu'il se mette dans la cour civile pour diriger. Mais en aucun moment, un homme n'a dirigé un pays. Ce sont des lois fortes, des institutions fortes qui dirigent un pays. Parce qu'on a comme l'impression que Firmin veut nous dire que l'armée est comment dirais-je, le niveau supérieur en matière de gestion d'un pays et que voilà. Non, vous savez, c'est pour ça que j'ai parlé en disant que l'armée doit se faire respecter. Parce que dans son rôle, il n'y a pas que le Soudan aujourd'hui qui soit dans ce problème. Il y a beaucoup de pays, quand vous prenez le Ghana par exemple, le Ghana a été redressé par un militaire. Mais tout de suite, le militaire a laissé le pouvoir. Lorsqu'il a réussi à mettre en place des institutions. Samuel le disait. Est-ce que ces militaires ont fini? Vous le disiez tout à l'heure. Et ils ont fini de diriger la transition? Non, attends. Alors que Béchir quittait... Non, attends, j'en viens. C'est-à-dire, on ne va pas encourager les bassesses. J'appelle ça bassesse. Parce que la parole de l'homme, on doit pouvoir respecter cette parole aussi. Quand vous parlez de transition, qu'est-ce que vous mettez dans transition? Parce que généralement, on met dans transition une période où on doit mettre les bases pour régler le problème qui a conduit à soit un soulèvement ou à une situation invivable. Alors, quand les gens proclament la transition ou annoncent la transition pour 1 an et que c'est parti pour 30 ans, il y a une sorte de psychose dans la tête des populations. Et sur cette période-là, qu'est-ce que les gens n'ont pas vécu? Donc, il faut tenir compte de tout ça. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui, quand je dis que l'armée doit se faire respecter, parce que l'armée doit aussi se sentir, je dirais, un peu embêtée qu'on la cite comme ça dans ces histoires créées par un homme qu'elle-même transforme en un super-héros, qu'en réalité ne l'est pas. Donc, pouvoir comprendre que j'ai un rôle à jouer. Aujourd'hui, le défi sécuritaire, et puis il faut arrêter de dire que lorsque un militaire n'est pas au pouvoir, les armes vont circuler dans les pays. Les armes circulent dans d'autres pays plus militarisés, plus sécurisés au monde. Mais ça, c'est une thématique sur laquelle on doit pouvoir travailler. Mais je dis, chacun doit pouvoir jouer son rôle. Et je répète encore, au Soudan, si l'armée ne veut pas continuer par écraser les populations, elle a besoin de se faire respecter en faisant de sorte que cette situation soit réglée et que le pouvoir soit transféré aux civils dans les mécanismes
régi par, des lois un peu des standards que l'armée a dirigé, internationaux, j'allais dire. Peut-être un peu le Ghana qui a fait exception, parce qu'on a vu au Bénin aussi quand Kérékou a voulu appliquer la véritable méthode militaire, ça a été un désastre. Ça ne marche jamais. On a l'impression que c'est vrai, on dit que l'armée, c'est le corps le mieux organisé, mais ils ne sont pas préparés à diriger un pays. Et quand ils viennent, ils veulent que tout le monde soit au garde à vous, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Nous sommes en train de vivre un temps moderne. Et nous devons nous inspirer de ce qui se passe. C'est ce que moi je dis juste. Moi je ne dis pas, je ne suis pas en train d'encourager ou de promouvoir la gestion des pouvoirs par des militaires. Ce n'est pas ce que je suis en train de promouvoir. Je ne promets pas cela. Mais je dis, il faut un peu de temps, il faut beaucoup plus de pragmatisme. Il faut, entre la sécurité et la liberté, dans des circonstances exceptionnelles comme celle du Soudan, il faut choisir la sécurité. Donc pour la sécurité, il faut un certain temps permettre à l'armée, à ceux-là qui dirigent aujourd'hui, d'asseoir les bases d'une transition démocratique, d'organiser les élections les plus crédibles, ces bases-là, d'organiser les élections les plus crédibles et remettre le pouvoir à celui-là qui sera vainqueur de ces élections. C'est pas l'armée qui donne le pouvoir normalement, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Attendez. Donc, c'est parce que vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Et vous avez vu ce qui s'est passé actuellement, ce qui s'est passé en Tunisie. Ce sont des exemples qui doivent nous inspirer dans nos raisonnements, dans nos réflexions. Parce qu'on ne peut pas dire démocratie, et après, ce sont tous ceux-là, cette armée, c'est elle qui dirige. C'est pour cela que j'aime toujours, je l'ai cité une fois, cette phrase du politologue togolais, Père Sona Matucha Goubli, qui a dit en 2005 qu'il n'a jamais été contre le fait que l'armée ait pris le pouvoir et pu assurer la sécurité des Togolais à l'époque. Oui, parce que nous étions dans une situation un peu difficile. Ce que vous dites s'oppose à un fait, c'est que un pays a des lois. Et pour peu qu'on les respecte, l'ordre est maintenu. Oui. Maintenant, quand on veut aller contre ces lois et qu'on invente soi-même une psychose pour dire si on n'avait pas fait ci, il y aurait eu ça. Qu'est-ce qui nous dit que si on n'avait pas simplement respecté les tests, les choses ne se seraient pas bien passées? Vous parlez de loi, mais est-ce que nous sommes dans une situation normale? Un président a été déposé. Est-ce que la loi de ce pays a été respectée? Ce n'est pas parce qu'on a organisé une élection et Béchir a perdu combien d'années? Écoutez, qu'est-ce que la Constitution dit? Et que Béchir a perdu les élections. C'est une situation exceptionnelle qui a été créée. Donc il faut la gérer. En Afrique, on organise les élections pour les perdre. Et que la chance soit donnée à ce qu'on gère cette situation exceptionnelle de façon exceptionnelle. Sinon, on va virer vers ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. Écoutez, moi je ne suis pas celui-là qui encourage ces faits-là. Oui, écoutez, moi je ne suis pas l'élan du continent. Ce sont des faits rétrogrades qui ne permettent pas à notre continent de se développer. Vous qui voulez développer, vous qui voulez développer ça. La loi est là, elle est dure, mais c'est la loi. Pour peu qu'on respecte la loi, je pense que tout se gère. Maintenant, si les situations viennent, chacun joue son on a respecté l'armée. Lorsque le pays est attaqué de l'extérieur, et dans un pays où on me dit que l'armée a besoin de plus de temps pour s'organiser au moment où, par exemple, l'attaque vient de l'extérieur. L'armée est préparée pour ça, instantanément. Lorsque ça cloche, ça donne tout de suite, ça crépite tout de suite. L'armée est capable d'intervenir tout de suite. On n'a pas besoin de dire aux gens qu'on a besoin de tel nombre de mois pour se préparer à l'attaque qui est déjà en train d'être perpétrée. Donc, l'armée est préparée pour. C'est pour ça que je dis, il faut que l'armée se fasse respecter dans tous les cas, en faisant de sorte que les lois soient respectées. Vous parlez de transition, préparer le terrain aux élections. Vous pensez que si les populations sentent que l'armée est en train de préparer le terrain pour aller aux élections, les manifestations vont continuer? Mais est-ce que ces populations ne sont pas aussi un peu manipulées? Non, mais vous savez, dans tous les cas, il y a forcément des gens qui aspirent à diriger le pays et qui sont en train de lire les pas que l'armée esquisse, parce que ces mêmes pas avaient déjà été esquissés par le prédécesseur que Firmin qualifie d'avoir été déposé. Écoutez, on se comprend. Je pense que Rodrigue Aïgo veut être... Les gens qui de terre. Rodrigue Aïgo veut être tellement idéaliste. Il veut jouer au père la vertu.
Quel père la vertu, vous faites. Vous savez, il y a l'exemple du Burkina Faso que je cite souvent. Vous savez, j'étais au Burkina Faso à l'époque de la crise. Et j'ai vécu des mois. Quand Kapando a pris le pouvoir, il y avait le régiment de sécurité présidentielle qui assurait, qui était la grande prétorienne de Blaise Compaoré, qui gérait la sécurité du pays et qui gérait aussi la sécurité dans la région ouest africaine. La population a dit à un moment donné, on ne veut plus de ce régiment de sécurité présidentielle. Parce qu'en même temps, elle n'était pas dans le mécanisme de l'État. Elle n'a pas été en phase avec la population. Elle s'est plus comportée et comme une armée. même pas dans le mécanisme de l'État, dans un premier temps. Défendre l'État. Oui, ils ont dit. Même par rapport aux autres corps de l'armée, le RSP n'était pas en odeur de sainteté non plus. Exactement. Et la population a dit non, on ne veut plus de ce régiment de sécurité présidentielle. Or, ce que les gens ont oublié, c'est que c'était un corps qui était bien entraîné, un corps qui avait assez de moyens, un corps qui était bien sophistiqué. Créé par une personne pour sa propre sécurité. Ça relève un peu de la voyoucratie et du gangstérisme. Écoutez, moi je ne veux pas employer vos mots aujourd'hui. Parce que vous voulez être idéaliste. Dans le mécanisme de l'État, l'armée. C'est pour ça que le chef de l'État, d'ailleurs, dans la plupart des pays, est appelé le chef suprême de l'armée. C'est l'armée qui régente la sécurité de l'État. On a la gendarmerie et la police pour les pays qui a de la sécurité. C'est ça le mécanisme de l'État. Monsieur Aego, vous voulez être idéaliste pour assurer la sécurité. Et à l'époque, comme on va aller chercher la sécurité, le régiment de sécurité présidentielle avait un rôle essentiel. Le régime de sécurité. Non, pas seulement le chef de l'État. Pas seulement le chef de l'État. Famille, ses proches. Pas seulement le chef de l'État. Le régiment de sécurité présidentielle avait l'appui de la France. Et c'était une aile de la France. Et c'était avec ça qu'on gérait la sécurité. Et regardez. On va l'antenne parce que. Il reste 2 minutes. Et c'est pour dire. Il y a la publicité qui va passer. On va rendre l'antenne et on revient après le journal.